Cette semaine, on fait un suivi des quelques dossiers que nous avons traités au cours des dernières semaines avec notre politologue, M. Benoît Lapierre. Benoît, bonjour. Salut Marie-Ève. Alors, Benoît, on commence avec des nouvelles de l'Iran, alors qu'on a appris que cette semaine, que le pays remettait en marche des centrifugeuses avancées permettant de produire de l'uranium enrichi. Oui, effectivement, l'Iran se retire progressivement de ses engagements sur le nucléaire depuis un an à cause du volte-face américain. Donald Trump, on l'a su, n'était pas un fan de l'accord sur le nucléaire iranien que son prédécesseur Barack Obama avait négocié. Cet accord-là avait été négocié avec plusieurs autres pays, dont les signataires, il y avait la France, le Royaume-Uni, la Russie, l'Allemagne, et tout ce monde-là voulait continuer cet accord-là. Il trouvait que l'Iran respectait quand même ses engagements du traité, qu'il interdisait justement de faire de l'uranium enrichi à des fins militaires. Donald Trump a imposé de nouvelles sanctions économiques, notamment sur le pétrole iranien, et ça a poussé Téhéran à repartir ces centrifugeuses-là, vu qu'il voyait plus d'avantages de ne pas continuer ses recherches dans le nucléaire, vu que justement, il n'y a plus les avantages qui venaient avec le traité. Et après l'Iran, tu voulais revenir sur les manifestations à Hong Kong où il y a eu des développements ces derniers jours. Oui, effectivement. Ça va faire quand même 3 mois qu'il y a des manifestations quasi hebdomadaires à Hong Kong. Ça a commencé en juin. C'est la semaine passée que la chef exécutive du Parlement hongkongais, Carrie Lam, a annoncé que le projet de loi controversé sur l'expatriation des personnes accusées à Hong Kong était définitivement retiré. Sauf que les manifestations continuent et on voit que la grogne populaire va bien au-delà du projet de loi en particulier. Et justement, on risque de voir les manifestations continuer à travers le temps, même si ce projet de loi-là a été retiré. Cette affaire-là des manifestations à Hong Kong, c'est plus rendu un dossier strictement interne à la République chinoise. Il y a beaucoup de pays qui ont montré leur sympathie auprès des manifestants, dont l'ambassadeur d'Allemagne qui est présent à Hong Kong, qui a même rencontré les manifestants, ce qui refroidit les relations entre Berlin et Pékin. Mais il n'y a pas juste l'Allemagne, il y a aussi les États-Unis, on l'a vu, et donc il y a plusieurs pays. Donc c'est un dossier normalement interne qui est en train de s'internationaliser. Et ensuite, on va en Russie, où il y a eu des élections dans 19 provinces le 8 septembre dernier. Oui, 19 provinces, et souvent ces provinces-là, ils s'arrangeaient pour faire d'autres votes en même temps. Souvent, les élections municipales se tenaient en même temps. Donc, c'est quand même 5000 scrutins différents qui ont été faits le 18 septembre dernier. On en a parlé beaucoup cet été. Il y avait eu beaucoup de manifestations contre ces élections-là. C'était la première fois qu'il y avait autant de protestations depuis 2012 où l'élection de Vladimir Poutine avait été un petit peu plus contestée que les autres fois. La raison des contestations, c'était qu'il y avait beaucoup de candidats qui n'avaient pas pu se présenter pour des raisons de non-éligibilité. Souvent, si c'est un dossier criminel en Russie, tu n'as pas le droit d'être candidat. Et c'était justement pour ça que M. Navalny, l'opposant russe, n'avait pas réussi à se présenter à la mairie de Moscou. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans les résultats. Tous les gouverneurs ont été réélus dans leurs élections. Et la plus grosse surprise qu'on a eue, c'était à Moscou, où le parti de Vladimir Poutine, le parti Russie unie, a vu fondre sa majorité en chambre. On a vu une grosse percée du Parti communiste, justement, dans le Parlement moscovite. Aussi, il y a aussi les autres partis libéraux, plus dans la frange Navalny, qui ont fait aussi des gains. Cependant, même si dans le reste du pays, les élections ont quand même eu un taux de participation relativement élevé, à Moscou, dans la capitale, c'est seulement 21% de la population moscovite qui a été votée. Et finalement, on termine cette chronique en reparlant un peu du Brexit, où la Cour d'Écosse a causé un autre rebondissement dans le dossier hier. Oui, c'est hier que ça s'est passé. On sait que Boris Johnson avait suspendu le Parlement jusqu'au 14 octobre, mais la Cour of Session écossaise, la plus haute instance d'Écosse, a déclaré hier que la décision de Boris Johnson de suspendre les activités de la Chambre était illégale. Ce jugement-là a été porté à la demande de 70 députés écossais qui avaient demandé à la Cour justement de statuer sur la question. Cette action-là avait déjà été faite en cours. Les opposants au Brexit et plus largement contre la manière de faire de Boris Johnson avaient déjà porté cette cause-là devant la Cour de Londres, mais les juges n'avaient même pas décidé de statuer sur la question, vu qu'ils voyaient vraiment que c'était une question essentiellement politique et que le juridique avait pas d'affaire
à débattre là-dessus. Dans les faits, le fait que la Cour d'Écosse ait statué que la manœuvre politique de Boris Johnson avait été illégale, ça change rien vu que la Cour d'Écosse est en dessous de la Cour de Londres et justement la Cour de Londres elle a décidé de pas statuer là-dessus. C'est comme si on ferait un parallèle avec nous, ce serait la Cour du Québec qui aurait statué que c'est illégal, mais la Cour du Canada aurait dit que non, c'est légal. Donc, dans les faits, ce serait la plus haute cour qui gagne. Donc, si les répercussions légales de ce jugement-là ne sont pas très importantes, les répercussions politiques sont beaucoup plus importantes. On peut penser que justement que l'autorité ou le momentum de Boris Johnson pour pouvoir négocier un accord de Brexit de dernière minute sont beaucoup sapés. Avec ce jugement-là de la Cour, on voit que justement les appuis plus larges de Boris sont en train de s'étioler à travers le temps. En ce moment, le Parlement et Boris Johnson sont vraiment dans un bras de fer pour savoir comment gérer le Brexit. On a parlé la semaine passée que le Parlement avait voté une loi comme quoi que Boris Johnson était obligé de demander un rapport de la date butoir du 31 octobre si un accord n'avait pas été trouvé. Mais Boris, de son côté, a dit qu'il était hors de question qu'il demande un nouveau rapport et il avait garanti à ses électeurs que le Brexit serait effectif le 31 octobre. Donc, c'est un dossier à voir. C'est un des dossiers qui va se terminer justement dans les prochaines semaines. J'ai l'impression justement qu'on va en reparler lorsqu'on va faire une espèce de wrap-up de tous ces sujets-là. On va revenir probablement sur le Brexit. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à toi.